Donc, bienvenue à cette deuxième vidéo sur la spectroscopie RMN. Donc, dans la première vidéo, on a vu un peu les notions de base, donc comment on obtient un signal. On a commencé à voir un petit peu c'est quoi cette notion-là de déplacement chimique. Ici, on va le voir un peu plus en détail. Donc, on a vu comment on obtenait donc, les déplacements chimiques en ppm, mais est-ce qu'on peut prédire ce delta qui est en fait le sigle pour le déplacement chimique? En fait, oui, assez bien, mais de façon empirique, c'est-à-dire qu'on a pris un paquet de specs, puis maintenant on sait que quand on a tel genre de molécule ou tel genre de groupement autour de notre H, bien, ça devrait sortir à tel endroit. Donc, qu'est-ce qui va influencer la position de notre signal? L'électronégativité et l'hybridation. OK. Comment ça? Donc, prenons par exemple, on prend 4 specs RMN, donc d'une molécule simple où il y a juste un signal, donc c'est le CH3 qui est là, donc les 3 hydrogènes du CH3I vont sortir ensemble. Hein. Les hydrogènes sur ce carbone-là peuvent tourner librement, donc ils sont vraiment identiques. Donc, vous voyez que CH3I, on a un signal donc complètement sur la droite là, qui est à 2,16 ppm. Okay? Et je vous donne ici l'électronégativité à 266. CH3Ba, donc on remonte dans le tableau périodique, donc plus électronégatif. Donc comme on le voit ici, à mesure qu'on monte dans le tableau périodique à partir de l'iode qui est ici, boron qui est ici, fluor qui est ici, qui est ici, chlore, brome et iode qui est ici. Donc l'iode 266, donc je monte dans le tableau périodique, le brome plus électronégatif, donc qui tire plus les électrons. Vous voyez que le déplacement chimique ici est de 268. Donc finalement, il tire plus les électrons, donc j'envoie moins d'électrons. En fait, j'en ai moins au-dessus de ma tête parce que le brome tire vers moi si je suis un DH, des CH3. Conséquemment, je vois mieux le champ magnétique. C'est pour ça que ça change la radiofréquence, parce que la radiofréquence est directement proportionnelle au champ magnétique. CH3Cl, donc encore plus électronégatif à 3,16. Conséquemment, le déplacement chimique est plus élevé. Et si c'est un oxygène qui est encore plus électronégatif que le chlore, on voit 3,44, bien, chacun des H des CH3, dans ce cas-là, va sortir à 3,40. On voit que plus c'est électronégatif, plus que le signal en ppm va être élevé. Donc, cette règle-là est quand même relativement facile à connaître. Il faut juste se rappeler c'est quoi l'électronégativité. Ces chiffres-là se trouvent dans des tables. On sait aussi de toute façon que l'électronégativité augmente là, de gauche à droite dans le tableau périodique et de bas en haut. Donc, on a déjà une idée là, de façon qualitative comment vont changer les déplacements chimiques. Donc, les termes usuels qui sont utilisés en RMN, que je vais utiliser, que tout le monde utilise en RMN, c'est les termes de blindage et déblindage. Ça revient au fait que si j'ai beaucoup d'électrons au-dessus de moi, je suis blindé du champ magnétique, alors que si j'ai plus d'électrons au-dessus de moi, je suis déblindé dans le fond. Donc, si j'ai pas beaucoup d'électrons autour de moi, donc le champ magnétique va être différent, je vais plus le ressentir. Conséquemment, les déplacements chimiques vont être plus élevés parce que c'est comme si les fréquences étaient plus élevées. Blindage, donc là, le déplacement chimique est plus petit. Donc, voici un spec. Donc, on place toujours les déplacements chimiques donc, qui augmentent de la droite vers la gauche. Donc, 0 ppm complètement à droite et plutôt vers 10 ppm. Ça peut monter plus haut dans certains cas, mais 95% de tous les signaux sont entre 0 et 10 ppm. Il y en a un petit peu plus haut. Donc, on a notre référence. Dans ce cas-là, on ne l'a pas pris la référence du TMS, donc tétraméthylsilane. Donc, on va souvent simplifier par TMS. Dans ce cas-là, on ne l'a pas mis. Il faut dire que c'est un spec théorique plus qu'un spec pratique. Donc, ici, ce n'est pas vraiment pour faire l'analyse du spectre, c'est juste pour vous montrer que le B, ici, étant donné que la valeur ppm, elle est plus grande que la valeur pour le pic A, bien, le pic B, on dit qu'il est plus déblindé parce que le déplacement chimique est plus élevé. On peut dire que le déplacement chimique est plus élevé, oui, mais c'est plus court de dire déblindé et on a tendance à l'utiliser. Donc, je vais l'utiliser. Juste ça que je voulais dire ici. OK, prenons un exemple, le chloropropane ici, qui est un produit utilisé pour toutes sortes de choses au niveau de la chimie. Au niveau de la vie, entre guillemets, plus courante, c'est souvent un des produits qui est utilisé là, quand on voit des fois les joueurs de soccer là, qui souffrent, puis il y a le réparateur de bobos qui arrive et qui lance un petit spray là, dans le fond. C'est souvent ce genre de composé-là qui est très volatile, qui refroidit en fait la position, l'endroit où on envoie ça, donc pour moins ressentir la douleur. OK, donc reprenons cette molécule-là où j'ai 3 signaux différents. Donc, j'ai le chlore qui est là, j'ai un carbone avec les 2 hydrogènes qui ne sont pas représentés, mais ils sont là quand même. Un autre CH2 là et un CH3 là. Donc, je vais avoir 3 signaux différents finalement. Et donc, ceux-là ici, on vous donne la valeur expérimentale, 3,47 ppm. Les CH2 qui sont là, 1,81. Et ceux qui sont au bout de la chaîne, 1,06. Ben, ce n'est pas très surprenant parce que l'atome électronégatif de notre molécule, c'est le chlore. Donc, c'est lui qui tire les électrons. Et on a vu que quand ça tire les électrons, on est plus déblindé. Donc, plus qu'on est près d'un groupement qui tire les électrons, plus le déplacement chimique va être élevé. Bien, c'est sûr que lui est plus proche. Il est à une liaison de lui. En fait, il est à 2 liaisons, pardon, parce qu'il y a un hydrogène qui est ici, qui n'est pas représenté, et là. En fait, il y en a 2, là.
Donc, l'hydrogène qui est sur ce carbone-là, il est à 1, 2, 3 liaisons, bien, il est plus loin. Et l'hydrogène qui est sur ce carbone-là, il est à 1, 2, 3, 4 liaisons. C'est normal qu'il soit moins affecté. Donc, c'est pour ça que les déplacements chimiques passent de 3,47, 1,81 à 1,06. Par contre, les déblindages, comme ce qui est indiqué en dessous, ici, ne sont pas cumulatifs. Ils sont cumulatifs, pardon, mais ils ne sont pas cumulatifs de façon arithmétique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, si j'ai CH3Cl ici, déplacement chimique 3,05, très bien, j'ajoute maintenant un deuxième chlore. Ça me donne 5,35. Donc, la différence entre un chlore et deux chlores, c'est 2,30. Mais on voit que lorsqu'on met un troisième chlore, ça continue. C'est encore plus déblindé. Donc, c'est ça que je veux dire par c'est cumulatif. Donc, on passe de 5,35 à 7,26. Dans ce que je veux dire qui n'est pas arithmétique, c'est qu'on voit que l'effet maintenant n'est pas de 2,30, mais de 1,91. On voit que ça a un effet, mais oups, à mesure qu'on en ajoute, un moment donné, ça a une limite. C'est juste ça que ça veut dire. Donc, soyez pas surpris si le déplacement chimique est plus élevé à mesure qu'on ajoute des éléments, mais pas nécessairement de façon arithmétique. Donc, comme je l'ai mentionné, les deux facteurs, c'était l'électronégativité ou l'hybridation. Et l'hybridation, on en a parlé un petit peu de l'électronégativité lorsque je vous ai parlé de l'infrarouge dans les 4 autres vidéos sur l'infrarouge, où on a vu que les carbones sp étaient plus électronégatifs que les carbones sp2 et plus électronégatifs que les carbones sp3. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus ici. L'explication est quand même un petit peu ici mentionnée, où plus on a de caractère S, donc sp a plus de caractère S que sp2, et sp2 a plus de caractère S que sp3. Donc, plus qu'on a de caractère S, plus qu'on est électronégatif. Donc, si on compare surtout les doubles liaisons versus les liaisons simples, parce que les liaisons triples, on n'en verra pas, en fait aucun, je pense, dans le cadre du cours. Donc, c'est plus intéressant au niveau des doubles liaisons et des simples liaisons, parce que c'est ce qu'on va voir dans le cadre du cours. Donc, les doubles liaisons, bien, comme il y a plus de caractère S dans sp2 que dans sp3, bien, les hydrogènes qui sont sur les doubles liaisons, bien, ils vont sortir entre 4 et 8 ppm, alors que ceux qui sont ici, HB et HC, donc qui sont sur des carbones saturés, où il n'y a pas de double liaison, mais il sort en 2,3 et 2 à 3 et à 1. Donc, comme lui est plus électronégatif, on peut dire que c'est ça qui tire les électrons. Donc, le CH2, qui est plus près de la double liaison, va être plus déblindé que le CH3, qui est plus loin. Donc, tantôt, c'était un chlore qui tirait les électrons. Ici, c'est un carbone sp2. Donc, ça a le même effet. On voit que l'effet est plus petit. Les déplacements chimiques ne vont pas jusqu'à 5 et 7. Ils vont juste à 2 et 1. Conséquemment aussi, hein, si on a un hydrogène qui est sur un carbone porteur d'un oxygène, donc il va être très déblindé parce qu'il y a un oxygène à côté, puis en plus, il y a un carbone sp2. Donc, ce qui fait que là, il va être sorti entre 9 et 11 ppm, vraiment un endroit où il ne sort pas grand-chose d'autre. Si on a quelque chose là, on est pas mal sûr qu'on a affaire à un aldéhyde. OK, donc ici, c'est un tableau qui n'est pas à retenir par cœur. Au contraire, l'idée, c'était pas de retenir des choses par cœur, mais ça donne juste une idée des déplacements chimiques. Vous voyez, si on a uniquement des trucs alkyles, donc où on n'a rien qui tire les électrons, ça va sortir entre 0,5 et 2 ppm. Donc, à mesure qu'on ajoute un atome électronégativité, ben, on l'a vu, les déplacements chimiques vont augmenter, donc les ppm vont être plus grands, ou ça va être déblindé. Donc, j'ajoute un azote, un carbonyle ou un brome. Si maintenant je mets un atome électronégatif plus puissant qu'un azote, un carbone ou un brome, ici c'est le carbone, là, on est accroché au carbone, il y a un oxygène pas très loin, c'est pour ça que ça fait un effet de déplacement chimique. Mais si on est directement lié au chlore, au fluor ou à l'oxygène, bien là ça va être pas mal plus déblindé, c'est vraiment un atome électronégatif qui tire fort les électrons puis qui nous enlève le blindage, donc on est déblindé. Si on est sur une double liaison de 4,5 à 7,5, les aromatiques très particuliers, ils sortent entre 6,5 et 8. On ne verra pas dans le cours ici pourquoi ils sortent à cet endroit-là, qui est peut-être un peu différent d'une double liaison, entre guillemets isolée. Le benzène, lui, sort à 7,26. Hein, le benzène, donc c'est uniquement là, le cycle à 6 avec des doubles liaisons et on a un seul signal. Chacun de ces hydrogènes-là est parfaitement équivalent. Donc, on a un seul signal qui est à 7,26. Donc, très facile à voir. Donc, aussitôt qu'on a des composés qui sont de type aromatique, donc qui ont un cycle à 6 comme ça avec 3 doubles liaisons dedans, les hydrogènes vont la très grande majorité du temps sortir autour de 7,2. Évidemment, ça dépend. Comme pour ceux qu'on a vus précédemment, si on a des groupements qui tirent les électrons, bien, les ppm vont augmenter, puis si on a des éléments qui poussent les électrons dans le cycle, bien, les ppm vont être plus petits, comme on l'a vu précédemment. Là, on a aussi donc les aldéhydes et les acides carboxyliques. Les acides carboxyliques sont très particuliers, ils peuvent sortir jusqu'à 14 ppm. Encore une fois, ils sont vraiment tout seuls dans cette famille-là, donc ce n'est pas un problème à les reconnaître. OK, donc je suis un peu, avant de continuer, pour toujours le déplacement chimique. OK, prenons un exemple. Ici, vous avez une molécule où on a justement, encore une fois, un truc aromatique.
avec un CH2O, un carbonyl et un CH3. Et donc, dans cette molécule-là, la première question qu'on peut se poser avant de commencer, c'est combien je devrais avoir de signal en RMN? Donc, tous les hydrogènes qui sont là sont sur le même type de groupement, dans le fond. Ils devraient sortir pas mal ensemble. Après ça, j'ai ces C2H2-là, tout ça, ça tourne, donc ils sont équivalents. Bon, ici, sur cet oxygène-là, je n'ai pas d'hydrogène. Ce carbone-là, déjà 4 liaisons, il n'y a pas d'hydrogène. L'oxygène n'a pas d'hydrogène. Et le carbone, ici, il y a 3 autres hydrogènes. Tout ça, ça tourne, effectivement, cette liaison-là. Donc, ils sont équivalents. Donc, ceux-là devraient sortir ensemble, ceux-là devraient sortir ensemble, et ceux-là devraient sortir ensemble. Je devrais avoir 3 signaux. Bon, alors, on a la réponse ici. On a effectivement les déplacements chimiques qui sont ici. Ici, c'est simplement l'intensité du signal, là, qui est une unité arbitraire. Donc, on a 3 signaux. Je vous ai dit tout à l'heure que le benzène, en général, sortait à 7,26. Oui, mais ce n'est pas le benzène, là, il y a quelque chose qui est attaché après. Non, mais ça donne quand même une idée. Donc, vous voyez que ça ici, le signal, en fait, il sort de 7,1 à 7,3. Ça ici, cette patate-là, sort entre 7,1 et 7,3. C'est pas une patate, là. Il y a des petits pics de patate, ça serait vraiment quelque chose de lisse, qui n'est pas le cas ici. Donc, il y a un paquet de pics qui sort à cet endroit-là, mais vraiment tout près du benzène. Donc, on ne peut pas vraiment se tromper. Et maintenant, les deux autres. Bon, pas assez d'expérience encore pour savoir lequel est lequel au niveau du déplacement chimique, entre guillemets, exact. Par contre, on peut différencier. Il nous reste 2 signaux. Un qui est ici, donc qui sort à peu près à 5, et l'autre qui est ici, qui sort à peu près à 2. Bon, on a un CH2 qui est directement à côté d'un oxygène, de l'autre côté, on a un carbone. Et on a un CH3, qui n'a pas de groupe, il n'y a que des H, donc c'est nos H qui nous intéressent, et qui est lié à un carbone. Oui, il y a 2 oxygènes dessus, mais c'est foncièrement lié à un carbone. Alors que ce CH2-là, il y a un oxygène. Donc, même si on ne sait pas la valeur exacte, on le sait que ce signal-là, qui est plus déblindé, avec les ppm plus élevés, est plus près d'un atome électronégatif, puisque les ppm sont plus élevés. Donc, nécessairement, ce signal-là ici est dû à ceux-là, alors que celui qui est le moins déblindé, ou le plus blindé, va correspondre à ces signaux-là ici. Je pense que c'est ce que j'ai noté ici. Donc, celui-là à 5 et celui-là à 1,8 ppm. Donc, chaque H magnétiquement équivalent, donc par exemple, ces 5-là, on peut dire qu'ils sont magnétiquement équivalents, ces 2-là sont magnétiquement équivalents et ces 3-là sont magnétiquement équivalents, vont donner naissance à un signal différent. Un signal ne veut pas nécessairement dire un seul pic. Ici, il y a un seul pic, ici, il y a un seul pic. Je vous ai mis ça simple parce que c'est le premier. Mais on voit ici qu'il n'y a pas juste un pic. J'y reviens un peu plus tard pourquoi il n'y a pas juste un pic en RMN. Pourquoi il peut y avoir plus qu'un pic. Ça va-tu complexifier le spectre? Oui. Ça va-tu donner plus d'informations? Ah oui, par contre. OK, mais avant de voir le spectre, avant de voir le spectre, oui, peut-on s'attendre à ce qui était mentionné là, à ces déplacements chimiques-là? En fait, oui, de façon qualitative, comme on vient de le faire, mais est-ce qu'on peut le faire même de façon quantitative? Là, c'est pas pire, on n'avait pas trop de pics, mais quand on se retrouve à 7-8 pics, puis qu'il y en a 2 qui sortent, ben, oui, entre lui, les 2 sont proches d'un oxygène, ne sont pas exactement le même environnement, mais là, tu me demandes de faire ça qualitativement. Je vais avoir de la misère à dire lequel est à 4,3 puis lequel est à 4,5. Donc, en fait, les chimistes ont fait un paquet de spectres et ont fait des tables de façon empirique qui nous permettent d'évaluer en fonction de où se retrouve l'hydrogène, sur quel carbone, en fait, est-ce qu'il va sortir à 2, à 2,5, à 5, à 0,3, etc. Donc, les chimistes se sont donné des outils pour évaluer les H aliphatiques, c'est-à-dire sur des carbones saturés, sur des H oléphéniques ou alcéniques, donc sur des doubles liaisons, mais qui ne sont pas dans un cycle aromatique, et donc les H aromatiques qu'on a mis à part aussi dans une autre table. Donc, c'est ces 3-là qu'on va utiliser. Il pourra en avoir d'autres parce qu'il pourra y avoir des triples liaisons, il pourra y avoir d'autres choses aussi. C'est ce qu'on a besoin dans le cadre du cours ici. Donc, si vous regardez dans votre cahier de labo, vous avez effectivement ces tables-là que je vais reprendre ici en partie pour illustrer comment les utiliser. Donc, pour ce qui est des hydrogènes aliphatiques, dans ce cas-là, donc, par exemple, c'est l'exemple de la molécule qu'on avait tout à l'heure, on avait déjà les valeurs expérimentales qui étaient notées. Donc, je vais les remettre dans un autre acétate. Donc, imaginons que j'ai cette molécule-là, et là, je me dis, mais OK, je n'ai pas pris le spectre, mais avant d'aller au labo, normalement, quand on se prépare pour faire n'importe quelle expérience, on essaie de savoir ce qu'on devrait obtenir pour être en mesure de réajuster. Oups, ça n'a pas marché, il faut que je change quelque chose. Donc, ça devrait donner quoi comme spectre? On l'a déjà vu, ça va être 3 signaux différents, et celui qui est près du chlore va être plus déblindé que lui et que lui. C'est ce qu'on a observé au niveau expérimental. Mais je peux être plus précis? Je peux avoir quand même une idée assez proche d'où ça devrait sortir? Parce que je n'ai jamais fait d'RMN. Daou, il vient de m'expliquer ça un peu. Oui, j'ai compris que lui va être plus déblindé, mais il va sortir à 1,5, il va sortir à 3,5, il va sortir à 6.
Je ne sais pas, je n'ai pas fait ça encore dans RMN. Donc, pour s'aider, justement, on a une espèce de petite formule qui est ici. Donc, l'atome de carbone porteur du substituant, donc carbone ici, porteur du substituant, on va l'appeler alpha, et le voisin, on va l'appeler bêta. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que si j'ai un hydrogène sur le carbone alpha, bien, il va avoir un effet du substituant. Si j'ai un hydrogène sur le carbone bêta, il va avoir un effet du substituant, mais moins fort l'effet parce qu'il est plus loin. Donc, vous me direz, oui, mais des fois, il y a des carbones plus loin. Oui, mais l'effet est moins important. Dans la plupart des tables, on ne l'a pas calculé. Malheureusement, on est obligé de faire une approximation parce qu'il y a sûrement un effet quand même, mais il va être plus petit. Bon. Donc, on calcule juste celui du substituant et le voisin. Et comment est-ce qu'on fait ça? La formule qu'on va utiliser pour faire un delta calculé. Donc, c'est une valeur de base qui sont ici, je reviens dans 2 secondes, plus l'effet du substituant. Évidemment, si on a quelque chose qui tire les électrons, il va y avoir un chiffre qui va faire en sorte que les ppm sont élevés. Si on a quelque chose qui ne tire pas beaucoup les électrons, il va y avoir un chiffre qui fait en sorte que les ppm ne sont pas si élevés. Donc, VB là, pour valeur de base, plus l'effet de S. Donc, c'est un petit peu plus petit. C'est simplement une façon plus courte de représenter ça. Donc, les valeurs de base, si on a un CH3, la valeur de base, c'est 0.87, CH2, 1.2 et CH, 1.5. OK? On met ça là-dedans, notre valeur de base. Donc, si c'est un CH2 que je veux calculer le déplacement chimique, je mets 1.2. Et j'ajoute l'effet du substituant. Je les trouve où, ces trucs-là? Dans votre cahier de labo, mais ici aussi. Donc, on a 2 pages, en fait, dans votre cahier de labo et ici aussi, qui sont celles-ci ici, où vous avez donc sur la gauche les substituants. Deuxième colonne de droite, le type d'hydrogène. Est-ce que le groupement qui m'intéresse, que je veux regarder, c'est un CH3, un CH2 ou c'est un CH? Parce qu'on a vu que les valeurs de base étaient différentes, mais les effets des substituants vont l'être aussi. Donc, si je suis directement attaché dessus, c'est ce déplacement alpha-là. Et si c'est un carbone plus loin, comme on l'a vu, c'est plutôt l'autre chiffre que je vais prendre. On va revenir à notre exemple, ça va peut-être vous aider. Donc, on n'a pas tous les groupements de chimie organique dans ce tableau-là, mais ceux qui nous sont utiles vont être présents dans ce tableau-là. Il y a des groupements qui ne sont pas rencontrés souvent. On n'a pas pris tant de specs que ça dans la littérature, ce qui fait que des fois, on n'a même pas ces groupements-là. Parce qu'on n'a pas assez de valeur, puis ça serait quelque chose de complètement pas précis. Par exemple, il n'y a pas de groupement NO2, alors qu'on va en faire au moins une fois dans la session avec des NO2. OK, donc vous avez les groupements ici, donc oxygéné, chloré, bromé, iodé, carbonyle, double liaison, azote, donc les trucs les plus fréquents. OK, donc prenons l'exemple qu'on avait, donc notre chloropropane. Donc prenons sur le carbone 1, hein, donc c'est le premier qui est près du chlore. Donc on prend notre petite équation, delta calculé égale VB, valeur de base, plus l'effet du substituant. Delta calculé, donc la valeur de base, donc là le 1 c'est un CH2, hein, valeur de base pour les CH2 qui sont ici, c'est 1.2. OK, donc c'est 1.2, c'est pour ça qu'il apparaît 1.2 là. Maintenant, plus l'effet du substituant. Donc l'effet du substituant, c'est un chlore et il est directement attaché, c'est l'hydrogène du carbone 1 qui m'intéresse, directement attaché au carbone 1. Donc lui, on l'a appelé alpha. Donc si je regarde dans mon tableau, avec un chlore, ce qui m'intéresse, c'est un CH2 et qui est directement accroché dessus, donc 2.3. On oublie ces éléments-là. Je ne vous demande pas de rapporter ça ici, là. Ça va quand même vous donner une idée de la précision du truc, mais je ne vous demande pas de le rapporter dans le cadre du cours. Donc, c'est 2.3 que je dois mettre. Donc, 1.2 plus 2.3 donne, vous voyez, là, 3.5 ppm. Donc, ça, c'est la valeur calculée. Donc, si je vais sur le prochain carbone, le carbone 2, donc c'est encore un CH2. Donc, la valeur de base va être la même. Mais maintenant, c'est encore un chlore, c'est encore un CH2. Mais maintenant, il n'est pas directement lié, il est un petit peu plus loin. Donc, c'est 0.53. Donc, voilà pourquoi on ajoute 0.53. On va calculer 1.73. Maintenant, pour le CH3. Pour le CH3, j'ai une valeur de base aussi, mais les valeurs de base, ce n'est pas 1.2. Si je reviens à mon petit tableau de départ, c'est plutôt 0.87 la valeur de base, dans ce cas-là. Donc, je reviens à mon exemple. 0.87 plus l'effet du substituant. Mais là, l'effet du substituant, il n'est pas alpha ou bêta, il serait gamma, il est plus loin. Mais il n'est pas dans mon tableau, je n'ai pas une autre colonne. Donc, je ne peux pas en mettre. Donc, ma valeur calculée avec ce tableau-là, celui qu'on va utiliser, c'est 0.87. On peut se douter que le chlore doit quand même avoir un effet, mais c'est vrai qu'il commence à être loin. Donc, l'effet doit être petit. On va le voir dans le résultat expérimental. Donc, si je mets maintenant les valeurs que je viens de calculer dans le même tableau avec les valeurs expérimentales, bon, on voit que c'est quand même pas si pire. Delta calculé, 3,50, valeur expérimentale, 3,47. Pour le carbone 2, donc valeur expérimentale 1,81, ce qu'on avait calculé 1,73, donc c'est pas pire. Et le troisième, on avait calculé 0,87 et il y a 1,08. Donc, on voit finalement, on n'était pas capable de le calculer parce qu'on n'avait pas d'effet substituant. Mais le chlore a un effet, ce qui devrait sortir à 0,87, mais le chlore tire les électrons, donc il est un peu déblindé. Mais on n'avait pas la valeur comme telle pour le faire. Donc, on voit que quand il y a peu de groupements qui tirent les électrons, le déplacement chimique calculé est vraiment assez proche. Des fois, il va être plus loin
parce que des fois, il y a plusieurs groupements qui tirent les électrons. Et là, on a pris ça de façon empirique. On n'a pas mis les deux éléments ensemble. Donc, des fois, ça va être moins bon. Mais ça donne quand même une bonne idée. Ça nous rassure un peu à savoir si notre assignation était la bonne. Maintenant, pour la partie aromatique de notre composé, bien, pas du même composé, mais le composé qu'on avait tout à l'heure, on avait 3 groupements et on avait une partie aromatique. Es-tu capable de calculer lui aussi? Oui, on a une table pour les aromatiques. Pour les aromatiques, la table, c'est la suivante. Donc, la formule, c'est delta calculé égale 7,26. Ça vient d'où? Bien, ça vient du benzène, je vous l'ai dit. Le benzène comme tel lui donne une valeur de 7,26. Donc, à partir du benzène, si on enlève des H puis on met des groupements à la place, bon, on a calculé des valeurs en fonction d'un paquet de specs qu'on a pris. Et ça nous donne, donc, par exemple, avec un groupement NO2, je vous disais qu'on n'en a pas pour les NO2. On a dans le tableau NO2 pour les substituants sur les aromatiques, mais pas sur les aliphatiques. Donc, sur NO2, donc, si je suis en position ortho, je dois ajouter 95, je suis en position méta, 0,26, et je suis en position para, 0,38. C'est ça la valeur du substituant. Donc, si je reviens à ma molécule, à moi, qu'on a celle-là ici, donc, pour la partie qui est ici, OK? Oh non, commençons d'abord par la partie aliphatique, OK? Donc, le CH3 puis le CH2, on fera l'aromatique par la suite. OK. Donc, le CH3 qui est là, OK, c'est on a un CH3 avec le CH3 qui est là, il y a un COOR à côté. Bon, CO2R, c'est ce que j'ai marqué là, qui est directement lié au carbone sur lequel est l'hydrogène. Donc, en alpha, finalement. Il y a aussi le groupement ça ici, hein, qui est un gros groupement, mais ça commence à être loin, là. On est à 1, 2, 3, 4, 5 liaisons de là. Il y a peut-être un effet, mais on ne l'a pas dans notre tableau. Au-delà de 2 liaisons, on a alpha puis bêta, puis c'est tout. OK. Donc, la valeur de base, 0,87. Puis si je regarde dans mon tableau pour un CO2R, OK, donc mes deux tableaux, c'est les deux là, celui-là et celui-là. Là, j'ai OCO, ça ressemble à ce que j'ai quand même. Et j'ai celui-là ici, j'ai CO. Donc, vous voyez, c'est les mêmes groupements. C'est juste que mon carbone, que je suis en train d'analyser, mon H qui est sur un carbone, est lié au carbone du carbonyl. Alors que si je suis ici, en fait, mon hydrogène serait sur un carbone qui est lié à l'oxygène. Ça doit pas avoir le même effet. L'oxygène est beaucoup plus électronégatif. Donc, dans ce cas-là, nous, c'est plutôt lié via le carbonyl qui est ici. Donc, évidemment, tous ces groupements-là n'ont pas exactement le même effet, mais on les a tous regroupés parce que l'effet est semblable. Ça n'a pas le même effet, mais l'effet est semblable pour avoir un tableau plus général, si on veut. OK, donc ce qu'on avait, c'est un CH3 directement lié à ça, donc la valeur, c'est 1,23. Donc, si je retourne à ce que je suis en train de faire, donc valeur de base, 0,87, parce que c'est un CH3, plus 1,23, ça me donne 2,6. Par la suite, j'ai un CH2, celui-là ici. J'ai deux groupements là, qui sont directement liés à lui, un O ou un aromatique. Je l'avais un aromatique dans mon affaire. Regardez ici, dans mes deux tableaux, ça c'est mes deux tableaux. Vous voyez ici, aryl. Donc, ça veut dire que c'est un groupement aromatique, en fait. Aryl veut dire groupement aromatique. Aryl. Donc, par rapport à un CH2, donc j'ai un CH2, il est directement lié, donc c'est 1,45. Et il est directement lié aussi, mais pas au carbonyl. Il est lié via l'oxygène, puis ensuite il y a le carbonyl. Donc, c'est plutôt ça ici qu'il faut prendre, puisqu'il est lié directement à l'oxygène, et c'est encore un CH2. Donc, je dois mettre 2,98. Donc, si je retourne dans mon affaire, qui est ici, donc, valeur de base d'un CH2, plus 2,98, l'effet de ce groupement-là, plus 1,45, l'effet du groupement aromatique. Donc, j'arrive à 5,63. OK, donc ça, c'est mes aliphatiques. Donc, les aromatiques, comme je vous disais, donc c'est la valeur de base, 7,26, plus l'effet du substituant. Donc, qu'est-ce qu'on a comme substituant ici? Bien, par rapport, donc, ça, c'est mon aromatique. Je veux calculer pour H ortho qui est ici. Bien, l'effet du substituant, c'est quoi? C'est quoi mon substituant? C'est un carbone. C'est pas un oxygène. Puis il n'est pas lié à un carbonyl, donc on doit l'appeler. On doit l'appeler comment? Qu'est-ce que j'ai comme choix dans le tableau? Bien, on voit NO2, CO, CN, F. Le plus proche qu'on a, c'est AR, qui est égal à un groupement alkyle. Ce n'est pas un vrai groupement alkyle, hein, parce que c'est H2 qui est lié à un oxygène. Mais les oxygènes doivent avoir un effet aussi. Oui, mais on ne l'a pas dans le tableau. Donc, le plus proche qu'on a, c'est alkyle. Donc, on a des valeurs de moins 0,20 pour ortho, c'est-à-dire juste à côté. Un carbone plus loin pour moins 0,12 et un autre carbone plus loin, 0,22. Donc, voilà pourquoi. Donc, pour celui qui est en ortho, donc juste à côté, c'est 7,26 la valeur de base, moins 0,20. Un carbone plus loin en méta, 7,26, moins 0,12, c'est la valeur qui est dans le tableau. Même chose pour les parts. Donc, on voit que finalement, les trois signaux nous donnent quelque chose entre à 7,02, 7,06 et 7,1. Et bon, ils sortent pas mal ensemble, les autres. Hein? Donc, qu'est-ce que ça me donne au niveau? Bien,
qu'est-ce qu'on avait? On avait un signal entre 7.1 et 7.3 au niveau expérimental. Et ça, les valeurs calculées, 7.02, 7.06 et 7.14. Donc, finalement, ils sortent pas mal tout en même temps. Ce n'est pas exactement la valeur qu'on a calculée, mais foncièrement, on comprend que c'est là qu'ils sortent. Puis pourquoi ils sortent tous en moton? Parce que chacun des déplacements chimiques est proche les uns des autres. On avait calculé 5,63. La valeur, c'est 5. A. Donc, légèrement différent. Donc, le calcul était plus grand dans ce cas-là. Quand on a deux groupements qui s'additionnent, souvent, les valeurs sont un peu plus erronées. Et pour le CH3 au bout, il devait sortir à 1,18 et on l'a à 2,10 selon notre calcul et il sort expérimentalement à 1,8. Donc, bon, c'est pas parfait, mais je pense qu'on est quand même pas pire à discerner 7 de 5,6 puis de 2,1, de dire, bah, celui qui est à 1,8, c'est sûrement pas celui qui est à 5,0 ni à 7,2. Hein? On prend le plus proche, évidemment. OK. Déplacement chimique sur les hydrogènes qui ne sont pas sur les carbones. Est-ce qu'on va les voir, Riemann? Ah oui, la Riemann, il voit tous les hydrogènes. OK, on va le voir, oui. En fait, je mets un petit peu ici. Généralement, on le voit, mais des fois, on ne le voit même pas. En fait, ils sont difficiles à voir et même, en tout cas, chose sûre, c'est qu'ils sont impossibles à prévoir. Pourquoi? Parce que le déplacement chimique de ces hydrogènes-là va dépendre du solvant utilisé, de la concentration, de la pureté de l'échantillon. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails ici. De toute façon, ce n'est pas vraiment utile dans le cadre du cours ici. Mais l'hydrogène qui est sur un azote, un O ou un S ou un P aussi, mais on n'aura pas de P dans le cadre du cours, il n'est jamais fixe. En fait, il est toujours en train de, aller, si on, il y a plusieurs molécules, évidemment, dans un échantillon, il n'y a jamais juste une molécule. Donc, si j'ai un OH, bien, le H qui est là est en train toujours de sauter sur l'autre oxygène, qui avait un OH, et le H qui était sur l'autre, c'est toujours en train de s'échanger, cette affaire-là. Donc, au moment où je prends mon spectre Riemann, qu'est-ce que je suis en train de voir? L'hydrogène qui est sur un carbone, il est fixe là. Il n'est pas bougé. Il est toujours dans le même environnement, qu'il y ait beaucoup d'électrons autour, pas d'électrons, mais ça va affecter sa radiofréquence, on l'a vu. Mais toujours de la même façon. Alors que l'hydrogène qui est sur un O, ben, ça va changer, parce qu'ils sont toujours en train de s'échanger. Si c'est concentré, ça va changer l'échange. Selon le solvant, ben, cet échange-là va être aidé ou pas aidé. Donc, malheureusement, on ne peut pas le prévoir. Heureusement pour nous, par contre, généralement, ça va toujours, à cause de cet échange rapide-là, le signal va toujours avoir l'air d'une patate. Donc, ça ne va pas donner un signal fin comme on a eu jusqu'à maintenant, des pics comme ça, mais plutôt un truc qui va ressembler à ça. Donc, caractéristique des hydrogènes qui sont sur des hétéroatomes. OK, donc un moyen de vérifier si le pic est vraiment dû à un OH. Bon, des fois, il est patate, des fois, il est un peu moins patate. Hein? Il va peut-être être entre les deux comme ça. Là, on n'est pas trop sûr. Généralement, il ressemble à ça. Mais si jamais il ressemble à ça, ce qu'on peut faire, c'est rajouter du D2O. Comme je vous dis qu'il y a un échange, donc si je mets 1000 fois plus de D2O, c'est relativement facile parce que mon échantillon, généralement, j'en ai pas beaucoup, j'ai beaucoup de solvant. Puis je rajoute pas mal de D2O, il va y avoir un échange. Donc, dans ma molécule, je vais principalement avoir des D maintenant qui vont remplacer les H. Conséquemment, avec cet échange-là, mes ROH vont devenir des ROD. Mais comme je fais de la Riemann H, ben est-ce que c'est possible de faire la Riemann D d'ailleurs? Oui. Sauf que la Riemann D sort complètement ailleurs, dans des radiofréquences complètement différentes. Et comme moi, je regarde là, à 400 millions sur notre appareil, plus ou moins 5600, comme je vous l'ai dit, c'est là que je regarde. Mais si ça devient ROD, ben ROD, il donne un signal, mais il donne un signal là-bas. Je ne regarde pas, moi, là-bas, c'est ça que je regarde. Je regarde les signaux H. Donc, il va disparaître, puisqu'il ne sera plus là. Donc, et les hydrogènes qui sont sur des carbones ne vont pas s'échanger. Donc, on va être sûr d'avoir uniquement les hydrogènes qui ont été échangés avec ce test-là. Donc, ça peut être intéressant parce que des fois, on va se dire, on n'est pas certain. Bien que la plupart du temps, comme je vous disais, on le voit relativement bien là, quand c'est un signal d'un hydrogène qui s'échange. OK. Continuons. Donc, pour l'illustrer, pour bien le voir, en fait, je vous ai sorti des specs qui ont été pris dans le cadre de COR 1004, mais qui datent déjà d'au moins une dizaine d'années. Donc, de plusieurs étudiants qui ont fait le même spec le même jour. J'en ai pris 4, donc 4 étudiants différents, qui ont fait une expérience que je pense bien que vous allez encore faire, donc la phénacétine. Ils ont préparé ce composé-là. Et évidemment, chacun de ces étudiants-là, on leur a dit, prépare ton échantillon, mets à peu près telle quantité de produit. Donc, il y en a qui en ont mis 53 mg, d'autres qui en ont mis 62, parce qu'on y avait dit autour entre 50 et 60. Je ne me rappelle plus des directives, ça fait longtemps. Mais, donc, on leur a dit, c'est pas si grave, là, la concentration. En fait, c'est parce qu'on voulait justement montrer la différence des déplacements chimiques des hydrogènes. Donc, voici un exemple où on a la phénacétine. Donc, je vous ai mis en bas le nom de l'étudiant, Philippe Bourassa, donc, qui a terminé depuis longtemps, qui a terminé son bac maintenant. Donc, il faisait ce labo-là. Là, vous avez les specs de la phénacétine. On va le regarder en détail tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs signaux là-dedans. Donc, ça, c'est la molécule. Et vous voyez qu'on a donc, dans cette molécule-là, un NH.
Donc, ceux que j'appelle les hydrogènes sur des hétéroatomes ou que j'ai appelés, qui peuvent échanger, on va aussi appeler échangeants. Donc, le signal dû à ça, il sort à 8, vous voyez, ça donne vraiment, dans ce cas-là, comme une patate. Les autres donnent des pics fins, là. Plus qu'un pic, des fois, vous voyez que lui, il a donné 2 pics un à côté de l'autre, lui, 2 pics un à côté de l'autre, l'autre, il y en a 4. Ouais. Donc, lui, c'est plutôt une patate, il sort à 8 ppm. Donc, ça, c'est Philippe qui a fait son expérience. Il a fait la bonne molécule. Dans la même journée, on a demandé à Jessica de prendre son spectre, et elle, 7,75. Vous remarquerez que les autres pics sont exactement au même endroit. Prenons celui-là, par exemple. Il sort vraiment, vous voyez, un petit peu avant 4. Philippe, son spectre, juste un petit peu avant 4. Il sort exactement au même endroit, alors que le NH passe de 8 à 7,75, donc 0,25 ppm de différence, ce qui est en ramène une grosse différence. Donc, simplement parce que c'est possiblement pas la même concentration. Et ça, je l'ai mentionné, les autres signaux ne bougent pas. Par la suite, on a demandé à Jessie, c'est Jessie? Non, je pense tantôt c'était Jessica, là c'est Jessie. Désolé, je ne le vois pas bien à l'écran. Donc, elle, 7,4. Par rapport à 8, on est rendu à 0,6 ppm de différence, donc c'est vraiment très différent. Et par la suite, on a demandé à Pierrick aussi, qui faisait son expérience cette journée-là, et lui a obtenu 7,6. Donc, vous voyez que, mais tous les autres signaux, regardez encore le signaux, juste un peu avant 4, lui, il n'a pas bougé du tout. Et l'autre, il peut bouger de façon relativement importante. Il ne va pas se retrouver à 1 ppm. Mais on voit quand même qu'il peut bouger pas mal, alors que les autres ne bougent pas du tout. Donc, faire attention à ça quand vous allez avoir cette possibilité-là d'avoir des OH et des NH, ce qui va arriver au cours de la session. Donc là, on a une bonne idée comment prévoir les déplacements chimiques. On a une table pour pouvoir les calculer. Donc, je vous conseille de vous pratiquer là, pour le faire. Donc, avant d'arriver au labo, d'ailleurs, on va vous demander de le faire. Donc, voici la molécule que j'ai. J'ai les tables qu'il faut. Je calcule les déplacements chimiques pour avoir une bonne idée de quoi va avoir l'air mon spectre. Donc, si jamais vous avez des difficultés avec les tables, demandez à vos enseignants de Corps Med 4, ils vont vous aider à le faire. Donc, on a les déplacements chimiques, mais on a plus d'informations que ça dans les spectres AMN. On a le nombre de pics dans un signal. Tantôt, je vous ai dit qu'il y en a un qui ça donne une patate, d'autres qui ça avait l'air d'être 2 pics à un côté de l'autre, d'autres qui en avaient 4, d'autres qui en avaient 1 fin. Il y a de l'information là-dedans. Il y a même la grosseur des pics. Donc, ça, on y va revenir dans la prochaine vidéo. On va parler de multiplicité et intégration.